Nous avons la chance aujourd'hui de bénéficier de l'expérience du Dr Fathallah en proctologie, plus précisément dans les cellules souches dans les fistules de maladie de Crohn. Chère Nadia, c'est à toi. Alors, je remercie Vincent de m'avoir confié ce sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je travaille dessus depuis environ 2 ans, depuis la première injection de cellules souches qui s'est déroulée le 8 juillet 2020 en pleine période Covid, et je pense qu'on a été les premiers à avoir injecté en France depuis la commercialisation. Alors, je pense que la plupart de vous sont intéressés par les cellules souches, si on croit ces études, mais toutefois, dans cette étude, 20% des gastrochirurgiens déclarent ne rien connaître sur le sujet et la moitié avaient des connaissances limitées. Donc, je me suis basée sur ça pour dire que j'allais aborder quelques principes de la thérapie cellulaire et puis de l'application dans les fistules de Crohn. Alors, c'est quoi la définition d'une cellule souche? C'est une cellule qui est capable de se multiplier et de s'auto-renouveler à l'identique pour conserver un pool constant dans un environnement adapté. C'est une cellule indifférenciée qui est capable de se différencier et de donner naissance à des tissus spécifiques dans un stroma particulier. Et donc, il y a un prix Nobel qui a été attribué à 3 généticiens, 2 Américains et un Britannique, par la découverte des cellules souches chez la souris et la manipulation de ces cellules. Alors, les cellules souches peuvent être extraites de l'embryon, du fœtus, de l'adulte, mais également peuvent être fabriquées dans un laboratoire. Un 2e prix Nobel au couple britannique et japonais qui ont permis de rétrograder des cellules adultes en cellules souches multipotentes capables indifférenciées, qui sont capables de se différencier en plusieurs cellules. Donc, on a plusieurs types de cellules souches. Les cellules souches totipotentes qui peuvent donner un adulte entier. On ne va pas s'intéresser à ça. Les cellules souches pluripotentes qui peuvent donner tous les tissus de l'organisme et qui proviennent du blastocyte. Le blastocyte, c'est l'ovule fécondé avant l'anidation dans le placenta. Et donc, ça donne tous les tissus possibles de l'organisme et toutes les cellules. Et puis, en fait, on a surtout les cellules souches mésenchymateuses, multipotentes, qui peuvent être extraites du fœtus, mais surtout de l'adulte, c'est ça ce qui nous intéresse, et qui peuvent donner plusieurs types de cellules. Les premières cellules qui ont été découvertes, c'est les cellules souches hématopoïétiques, qui donnent les lignées des globules rouges, des globules blancs, des leucocytes, etc. Et donc, qui ont été utilisées pour les maladies hématologiques et les maladies auto-immunes. Ce qui nous intéresse le plus et qui ont été découvertes plus tard, c'est les cellules souches mésenchymateuses. Les cellules souches mésenchymateuses sont présentes dans presque tous les tissus du corps, et particulièrement dans la moelle osseuse, le cartilage, le tissu adipeux, le cordon ombilical et le muscle. Mais sur le plan pratique, on les extrait de la moelle osseuse et du tissu adipeux. Et donc, comment elles agissent? Donc, le mécanisme d'action est un peu complexe et a été démontré surtout in vitro. Mais donc, c'est par un effet paracrine, donc un sécrétome et des vésicules extracellulaires, qu'elles permettent d'avoir un effet anti-inflammatoire immunomodulateur, antioxydant. Et donc, ça permet d'avoir une pro-angiogénèse et une prolifération des cellules qui permet de réparer les tissus endommagés. Donc, le choix entre tissu adipeux et la moelle osseuse, je pense que la balance va davantage vers le tissu adipeux parce qu'il est plus facile à extraire, qu'il est beaucoup plus riche en cellules mésenchymateuses, au moins 100 fois plus riche que la moelle osseuse, qui a un effet anti-inflammatoire et régénérant plus important in vitro au moins que les cellules extraites de la moelle osseuse, et que en fait il exprime moins le HLA1, donc peut-être moins de réactions de rejet. Donc, et si on fait le choix entre autologue et allogénique,
autologue, vous savez tous, ça provient du malade lui-même. Donc c'est parfaitement toléré sur le plan immunitaire, mais par contre, la procédure d'extraction de culture n'est pas standardisée et on peut imaginer que les cellules qu'on va extraire peuvent être altérées du fait des conditions du patient, de son âge, du traitement immunomodulateur, de fait d'une dénutrition. Et donc, on va davantage vers les cellules allogéniques, c'est-à-dire provenant d'un donneur, et donc qui permet en fait une collecte et une mise en culture standardisée et qui permet de créer des banques de stockage qui permettent de traiter davantage de patients. Et comme on l'a dit, ces cellules expriment très peu le HLA-1, donc il y a moins de réactions de rejet, donc on n'a pas peur de ça. Sur le plan pratique, comment on fabrique les cellules souches mésenchymateuses d'origine adipocytaire? Ça provient d'une liposuction. Et donc, le produit qui a été obtenu est mis sous digestion enzymatique et puis centrifugation, ce qui permet d'avoir, donc d'éliminer les cellules hématopoïétiques, le tissu gras et avoir la fraction vasculaire stromale. Alors, certains utilisent la fraction vasculaire stromale sans se casser la tête pour l'injecter dans les fistules de Crohn, mais certains plus puristes essayent d'extraire de cette fraction vasculaire stromale les cellules souches qui ont une capacité d'adhésion au niveau du plastique. Donc on les repère et puis on les met en culture pour les amplifier. Donc le domaine d'application en médecine est vaste. Donc la principale application, c'est la réaction du greffon contre l'hôte, mais en médecine, on peut utiliser les cellules souches dans la maladie de Crohn. C'est ça ce qui nous intéresse. Donc il y a quelques études, beaucoup d'études qui sont en train d'être menées, mais en tous les cas, je vous ai listé quelques études qui incluent plus de 10 patients. Je ne vous demande pas de regarder en détail ce tableau qui est illisible, mais en tous les cas, on a 40 à 90% d'efficacité, donc l'écart est quand même un peu large, mais le profil d'innocuité est quand même assez intéressant. Et donc, on voit quand même, si on regarde un peu plus en détail ces études, qu'il y a une grande disparité dans la méthodologie, c'est-à-dire c'est des études unies, multicentriques, la quantité de cellules injectées, le nombre d'injections, le rajout, par exemple, de la colle biologique, les moyens d'évaluation clinique, radiologique, la définition même de la cicatrisation. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Et puis, surtout, le traitement médicamenteux. J'ai été étonnée par les différences des traitements médicamenteux qui ont été mis en place en parallèle aux cellules souches. Alors du coup, j'arrive à l'étude qui a permis d'avoir l'AMM, des cellules souches mésenchymateuses allogéniques d'origine adipocytaire. Donc c'est l'étude Edmeyer que tout le monde, je pense, connaît. C'est une étude de phase 3 multicentrique, randomisée en double aveugle, qui a comparé l'injection de cellules souches mésenchymateuses allogéniques d'origine adipocytaire versus placebo, et donc qui a évalué la clinique et l'IRM. L'IRM, c'est l'absence de collection de plus de 2 cm. Et donc, on voit les résultats qui montrent une efficacité en faveur largement, significativement, en faveur des cellules souches, aussi bien à S24 qu'à S52. Donc, l'AMM a été donnée. Le nom commercial, c'est Alofisel, en 2019, pour les fistules complexes de la maladie de Crohn, en échec à au moins un traitement conventionnel ou une biothérapie chez des patients qui sont en rémission luminale ou en faible activité luminale. Attention, donc ça c'est un élément important. Donc d'où l'importance pour ces patients de les valider en RCP. Donc nous les patients qui sont injectés, ils passent en RCP pour valider la bonne indication, fistule complexe, patient sous traitement optimiser une fistule qui est bien traînée en IRM. On ne peut pas injecter un patient qui n'a pas eu une IRM. Et puis, il y a un patient qui est en rémission luminale ou en faible activité luminale. Mauvaise indication, on exclut les fistules anorectovaginales qui ont été exclues d'Edmeyer. Et on voit que dans les quelques études ouvertes, les résultats sont plutôt décevant. Plus que 2 orifices internes et 3 orifices externes parce qu'on est limité par la quantité de produits injectés. La sténose anale qui nous empêche de fermer l'orifice interne et puis les patients qui ne sont pas compliants à leur traitement.
Donc on voit que le parcours est très long. Avant d'arriver à l'injection, il faut drainer les patients, il faut les mettre en traitement médical, il faut optimiser le traitement médical, il faut donc vérifier par IRM qu'ils sont bien drainés, décider par la suite de les staffer en RCP. Dès qu'on a loqué, il faut commander le produit en pharmacie. Il faut au moins 16 jours avant de pouvoir injecter. La firme Takeda recommande de regarder un peu, d'explorer ces patients sous anesthésie pour vérifier qu'ils sont bien drainés, on les injecte et puis on les suit. Donc, je voulais vous montrer une petite vidéo. Donc, je pense que pour les gens qui n'ont jamais vu ça, comment on injecte. Donc, on nettoie. Donc là, on a une fistule qui est en échec de plusieurs traitements d'EPA. Donc, on nettoie avec du savon. L'alcool est contre-indiqué parce qu'il peut détruire les cellules. Là, on nettoie le trajet fistuleux avec une brosse endoscopique. La curette ne passe pas. Donc, on nettoie et on lave. Et par la suite, on essaie de nettoyer l'orifice interne avec une curette. L'orifice interne est là, il est un peu large, j'admets, parce que la patiente a eu un lambeau qui a foiré. Donc, bien nettoyer l'orifice interne. Et par la suite, on va le fermer avec un point en X. Là, j'utilise une aiguille courbe, 5/8, qui permet de prendre un peu de muscle et d'avoir un point profond. Donc, on ferme l'orifice interne. Par la suite, on prépare les cellules souches. On a 4 flacons qui sont livrés le jour même, qui arrivent d'Espagne. Donc, on enlève l'étiquette pour bien visualiser le fond du produit. On met en suspension par la suite le produit parce qu'on a les cellules qui restent au fond, en agitant tout doucement le flacon. Donc, on fait des petits mouvements pour mettre en suspension. On vérifie que le produit est de bonne qualité. Et puis, on aspire avec une seringue de 10 millilitres, une seringue à vis. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par des seringues sans vis et le produit, lors de l'injection dans du tissu fibreux, l'aiguille se désinsérait et on perdait le produit. On aspire tout doucement parce que on peut léser les cellules en aspirant très rapidement. Donc là, clairement, on a une fistule avec un trajet unique, le cas le plus simple. Donc, on va injecter la moitié du produit au niveau de l'orifice interne, 2 seringues au niveau de l'orifice interne. Donc, il faut injecter en plusieurs points sous l'orifice interne, un tout petit peu en profondeur, pour ne pas perdre le produit. On utilise une aiguille de 21 gauge, pas celle du PL, l'aiguille de PL qui est recommandée par Takeda parce elle me paraît un tout petit peu trop souple. Et puis on injecte au niveau du trajet fistuleux et non pas à l'intérieur de la lumière du trajet fistuleux. C'est pas de la colle biologique, donc c'est différent, à environ 3 mm de profondeur. Donc, on injecte sans perdre le produit. Donc, ça, c'est important. Donc, tout doucement. Et puis, en masse. Et puis, on met un petit pansement. Donc, l'expérience française, 46 patients, je pense que c'est la plus grosse expérience au moins européenne, bicentrique par Irène, qu'on a présentée au GIFOD. On a 74% de réponse clinique à 10 mois, avec la moitié de réponse complète, fermeture de tous les orifices externes, et 24% de réponse partielle, une fermeture de quelques orifices, mais absence d'écoulement et de douleur à la pression. Sur le plan radiologique, 41 patients ont eu une IRM, donc qui ont atteint au moins 6 mois de suivi, avec 88% de réponse radiologique complète dans 39% des cas, donc avec un signal complètement fibreux. On a été plus transigeant que l'étude Edmeyer, et une réponse partielle chez 49% des patients avec une diminution du signal inflammatoire des branchements des trajets. Donc aucun effet indésirable, aucun impact sur la continence anale. Ce qui vous intéresse le plus peut-être, c'est les facteurs prédictifs de réponse clinique complète. Donc on analyse univarié, on avait l'âge jeune et le phénotype inflammatoire qui était associé à la fermeture complète des trajets fistuleux. Alors, il y avait une tendance négative des précédentes techniques chirurgicales, et en l'occurrence, les techniques de fermeture. Mais en analyse multivariée, seul le phénotype inflammatoire était associé à la fermeture complète des trajets fistuleux. Donc, je vous invite, pour ceux qui injectent des cellules souches, vraiment à inclure dans ce registre observationnel multicentrique qui permet d'évaluer l'efficacité et l'innocuité
dans la vraie vie de l'alofisel et surtout d'identifier les bons candidats à cette thérapie. Jusqu'à ce jour, on a inclus 363 patients, dont 94 en France. Vous voyez que la France, c'est le plus gros pays inclueur. Et donc, une étude intermédiaire qui a été présentée à l'ECHO cette année avec à peu près 65% d'efficacité à 6 mois. Donc, pour résumer, donc les résultats sont prometteurs. Il faut continuer à travailler pour identifier les meilleurs candidats à les thérapies et surtout de placer cette thérapie dans l'algorithme thérapeutique. Il faut continuer à évaluer l'innocuité à long terme. On voit que le profil d'innocuité à court terme est très bon. Et donc, si vous avez besoin d'envoyer des patients, n'hésitez pas. On a Lila qui est là, qui répond à tous les mails. Sinon, mon mail personnel qui est là. Merci. Merci beaucoup Nadia pour cette excellente présentation. Est-ce qu'il y a des questions Clément? Dans les mauvais candidats, les patients avec des fistules anorecto-vaginales, est-ce que pour ces patients c'est à oublier définitivement ou est-ce qu'il y a des espoirs et des expériences chez ces patients bien précis? Alors, dans notre série, on avait 3. J'admets que, en fait, c'était pas la raison pour laquelle j'ai injecté, parce qu'il y avait d'autres trajets fistuleux, donc c'était pas la fistule principale, mais ça marchait. Mais en tous les cas, la littérature est défavorable à la thérapie cellulaire dans ce type de fistule. Élise? Merci Nadia et bravo pour tout ce que tu fais sur les cellules souches parce que ça fait avancer les choses. Et vu les résultats prometteurs quand même et la satisfaction des patients, même si on n'arrive pas à les guérir complètement, on a envie de tous les traiter avec les cellules souches. Ça va être le problème. Alors je pense qu'il y a quelques patients qui peuvent répondre au traitement médical et qui ont un signal fibreux. Je retire les cétons. Il y a quelques patients qui ont un trajet simple. On peut essayer une technique d'épargne, mais après, peut-être qu'on ira davantage vers une thérapie cellulaire d'emblée pour quelques patients pour éviter les nombreuses chirurgies. Oui, je suis d'accord avec toi. D'autres questions? Pardon. Est-ce que vous avez essayé de prélever à partir des cellules, des tissus adipeux? Est-ce que vous l'avez... Nous, on ne prélève pas de l'autologue. Comme je vous ai dit, on n'a pas de laboratoire qui nous permet de faire. Parce qu'il y a maintenant les nanofiltres. Ils sont disponibles pour extraire à partir des cellules, à partir des tissus adipeux. Oui, je sais. Les Marseillais, ils font ça. Nous, on ne le fait pas dans le service. Donc, on utilise la Lofisel. Aussi, autre question. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, parce qu'on utilise des moyens de régénération des tissus, une association d'un plasma riche en plaquettes? Est-ce que vous ne pensez pas... Alors, là, on reste puriste. On est dans l'étude, et voilà. Mais je pense que dans les protocoles de recherche, il y a des associations, fraction vasculaire stromale, PRP. Il y a plein de choses qui sont en train de se développer. L'association Stem Cells avec PRP. Oui. Une dernière question. J'avais une deuxième question. Tu as parlé des patients chez qui on pouvait tenter le retrait du céton s'il y avait un caractère fibreux. Si finalement on est en échec de la fermeture alors qu'ils sont bien contrôlés médicalement et que dans un deuxième temps on veut proposer un traitement par alofisel, quel délai entre la remise en place d'un nouveau céton et les cellules souches tu attends pour mettre en place ce traitement? S'ils sont bien drainés et que l'IRM est parfaite, il n'y a pas de délai. Merci beaucoup. Pas de questions dans le chat. Merci Nadia.